Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal sur CCTV français. Et de suite à la une de l'actualité. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a exécuté 47 personnes condamnées pour terrorisme, dont le dignitaire chiite Nimr Bakr al-Nimr, opposant au régime. Le ministère saoudien de l'Intérieur a annoncé samedi dans un communiqué à la télévision publique saoudienne les exécutions. Le communiqué inclut les noms et photos des personnes exécutées. La plupart d'entre elles sont des membres d'Al-Qaïda condamnés pour des attaques il y a une décennie de cela. Mais 4 autres sont des musulmans chiites accusés d'avoir tiré sur des policiers lors de manifestations. L'exécution de ces décisions judiciaires visant 47 personnes condamnées pour des crimes terroristes est terminée. L'exécution a été menée selon les peines qui ont été prononcées en relation à chaque personne. Les exécutions ont suscité une vague de critiques dans la région. Des musulmans chiites ont défilé à Qatif dans l'est de l'Arabie Saoudite. Le ministère iranien des Affaires étrangères accuse l'Arabie Saoudite de soutenir le terrorisme et d'exécuter ses opposants. Un dignitaire iranien a déclaré que l'exécution d'Al-Nimr reflétait la nature criminelle de la famille au pouvoir en Arabie Saoudite. Au Yémen, le mouvement Houthi a fermement condamné l'Arabie Saoudite et qualifié Al-Nimr de guerrier saint. Des politiciens irakiens ont également condamné l'exécution et affirmé qu'elle visait à nourrir les dissensions religieuses dans la région. L'ancien Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a déclaré que l'exécution marquerait la fin du gouvernement saoudien. Khalaf Abdel Samad, leader du parti chiite Dawa au Parlement, a appelé à la fermeture de l'ambassade saoudienne à Bagdad. Au Liban, le Hezbollah chiite a qualifié l'exécution d'assassinat. Au Bahreïn, des manifestants ont défilé en arborant des images du dignitaire chiite exécuté, ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogènes. C'est en Iran que se sont déroulées les manifestations les plus importantes de protestation à l'exécution du dignitaire religieux chiite saoudienne Nimr Bakr al-Nimr. L'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran a été attaquée et incendiée samedi soir par des manifestants en colère. Les manifestants ont lancé des cocktails Molotov contre l'ambassade et ont pu pénétrer à l'intérieur de l'enceinte diplomatique avant d'en être évacués par la police. À Machhad, seconde ville du pays, des manifestants ont également attaqué et incendié le consulat saoudien. Au moins 4 hommes armés et 2 membres de l'armée de l'air ont été tués samedi matin dans une attaque terroriste contre une base aérienne de l'armée indienne près de la frontière avec le Pakistan. Reportage. La porte-parole de l'armée de l'air, Rochelle Da Silva, annonce qu'au moins 4 hommes armés sont entrés dans la base aérienne de Pathankot, à environ 430 km au nord de New Delhi, mais qui ne sont pas parvenus à pénétrer dans la zone accueillant les hélicoptères de combat. L'assaut a déclenché une fusillade avec les forces de sécurité qui a duré des heures. C'est la première attaque terroriste majeure en Inde cette année. Les représentants indiens disent qu'au moins 4 agresseurs et 2 membres de l'armée de l'air ont été tués et le restant des assaillants reste retranché dans un bâtiment de la base. Les forces de sécurité sont en train de mener une opération pour nettoyer la zone où il pourrait rester des intrus. Les représentants disent que les assaillants prévoyaient de détruire la base aérienne. Le Pakistan est notre voisin et nous voulons des relations pacifiques, non seulement avec le Pakistan, mais aussi avec l'ensemble de nos voisins. Nous voulons également la paix, mais toute attaque terroriste contre l'Inde recevra une réponse forte de la part de l'Inde. Le président russe Vladimir Poutine a approuvé la nouvelle stratégie de défense nationale russe qui définit les intérêts et les priorités stratégiques du pays. Le nouveau plan de sécurité russe voit l'extension de l'OTAN comme une menace pour la sécurité nationale. Selon la Russie, la préparation militaire de l'OTAN et son déploiement dans les pays voisins de la Russie constituent une tentative d'incitation à la révolution, tout en reconnaissant l'impact négatif des restrictions économiques imposées à l'encontre de la Russie. Le rapport estime que la communauté internationale s'expose à de graves conséquences financières et économiques. La Russie s'est toutefois à nouveau déclarée prête à coopérer avec les États-Unis, l'Europe et l'OTAN sur une série de questions.
Et en Somalie maintenant, au moins 4 personnes ont été tuées dans un attentat suicide à la bombe près du palais présidentiel. La cible était un restaurant de Mogadiscio populaire parmi les journalistes. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, dit vouloir frapper encore la capitale. C'est le premier attentat à Mogadiscio de 2016. Ce reporter a sauvé sa vie et celle de ses amis. Le kamikaze est entré dans le restaurant portant un crochet. Il est passé devant nous, puis est revenu. Et s'est assis là, où moi et 6 autres journalistes prenions le petit déjeuner. J'ai immédiatement remarqué sa veste d'explosifs. Je l'ai dit à mes amis et nous sommes sortis du restaurant avant qu'il n'enclenche le détonateur. C'est la 3e attaque que subit ce restaurant. Les autorités insistent cependant sur l'affaiblissement du groupe Al-Shabaab. Cela montre à quel point les terroristes sont désespérés, disent-elles. L'attitude des journalistes a été saluée. Il y avait 8 terroristes. 3 d'entre eux sont morts, abattus par les forces de sécurité. À ceux qui veulent nous attaquer, nous disons, vous allez subir le même sort. Les responsables somaliens disent qu'Al-Shabaab prévoyait aussi un attentat contre les quartiers généraux à Mogadiscio de la force AMISOM de l'Union africaine. Mais les agents de renseignement ont déjoué ces plans. En République centrafricaine, la plupart des habitants ont passé le jour du Nouvel An dans l'attente du résultat des élections de cette semaine. Plus de 30 candidats ont présenté leur candidature à la présidence. Les autorités électorales recommandent de ne pas se laisser aller à la spéculation. Un nouveau jour se lève sur Bangui, la capitale centrafricaine. C'est le premier de l'année 2016 et Freddy Ndo s'estime chanceux d'être en vie pour le voir. Grâce à Dieu, j'ai la chance de voir cette nouvelle année. Je suis en vie aujourd'hui, tandis que de nombreuses personnes sont mortes lors du dernier conflit. Cette année, peu de personnes ont célébré le réveillon du jour de l'an. L'endroit est peu sûr après la tombée de la nuit. C'est là la conséquence de près de 3 ans de chaos qui ont suivi le coup d'État. Cette semaine, Freddy Ndo, comme des milliers de ses concitoyens, a participé à une étape décisive dans la reconstruction du pays. Ils ont bravé l'insécurité qui règne dehors afin d'aller voter pour un nouveau président et un nouveau parlement. Je veux que le nouveau président unisse le peuple et que les forces de maintien de la paix continuent de faire de leur mieux afin de préserver la stabilité et le calme dans notre pays. Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes au cours de ces 3 dernières années dans ce pays. Et nous voulons que le nouveau président élu fasse de son mieux pour éviter ce genre de conflit à l'avenir. La commission électorale en appelle au calme. Nous avons remarqué que certains médias et candidats ont commencé à spéculer quant à l'issue du scrutin sur le net et les réseaux sociaux. Mais la commission électorale est la seule institution qui annoncera et rendra officiels ses résultats. Ce genre de pratique enfreint le code de conduite électorale. Jusqu'à présent, peu d'incidents sont venus troubler ces élections dont l'interruption était pourtant redoutée. Seuls quelques problèmes mineurs se sont posés le jour même du vote. La plus grande épreuve à passer reste peut-être l'annonce des résultats, car la réaction des perdants suscite l'inquiétude. Les candidats à la direction des affaires à Taïwan se sont affrontés lors du dernier débat télévisé. Le débat a été diffusé samedi après-midi sur Sanli Télévision. Eric Chu du Kuomintang, James Song du Parti du Peuple en premier et Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique ont confronté leurs propositions économiques et sociales. Eric Chu a parlé des problèmes de l'énergie et de l'habitat social et a accusé le Parti progressiste démocratique de mettre en avant des propositions impossibles à réaliser. Le débat comprenait également des questions du public et des contre-interrogatoires des candidats. L'élection du dirigeant de l'île de Taïwan est prévue pour se tenir le 16 janvier. Le même jour, les habitants de Taïwan éliront aussi leurs législateurs. Cela fait plus d'une semaine qu'une mine de gypse s'est effondrée dans le comté de Pingyi, dans la province chinoise du Shandong. Jusqu'ici, 11 des 29 mineurs qui travaillaient en sous-sol le 25 décembre ont été secourus. La mort d'un d'entre eux a été confirmée. 17 autres restent bloqués à l'intérieur. 4 des mineurs manquants ont été localisés à 220 mètres sous terre. Ces 4 mineurs ont reçu des vivres à travers 2 trous qui ont été creusés dans la mine. Ils seraient dans un état stable. 2 trous d'un large diamètre sont en train d'être creusés pour leur venir en aide.
Mais les secouristes disent que cela pourrait prendre des jours avant de pouvoir atteindre les mineurs restés bloqués. D'autres trous sont également en train d'être creusés ailleurs sur le site pour trouver les 13 autres mineurs manquants. Un passage de petit diamètre devrait être terminé pour aujourd'hui. Et le premier exercice de sauvetage utilisant une capsule de secours a été réalisé dans la section sud-ouest d'une mine gypse du comté de Pingyi. Cette mine située à l'est de la Chine, dans la province du Shandong, s'est effondrée. L'exercice consiste à extraire des mineurs piégés à 220 mètres de profondeur via deux énormes trous creusés dans la zone sud-ouest. Après l'exercice, un secouriste a fait la démonstration et l'utilisation d'une capsule de secours. Cette partie basse, jaune, mesure 1,4 m de haut. Avec la partie supérieure, la capsule fera 2 mètres. Si le tunnel souterrain est bas, on peut ouvrir la porte de la partie inférieure pour que les mineurs piégés puissent entrer. Si l'espace le permet, ils peuvent également utiliser la partie supérieure. L'épaisseur du sol est de 600 mm et une fois à l'intérieur, un gilet de sauvetage est mis à disposition. Le système de transport en Chine a connu un pic de fréquentation lors des vacances du Nouvel An 2016. D'après le bureau ferroviaire chinois, le premier jour de janvier, le volume journalier de passagers à travers le pays a atteint plus de 7 millions de personnes. Des villes comme Shanghai, Beijing et Guangzhou y ont le plus contribué avec un volume de passagers atteignant respectivement 2 millions, 1 million et 1,2 million. Et à Suzhou, vendredi dernier, le flot de véhicules a atteint plus de 1,1 million, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année dernière. D'autres endroits comme le Sichuan et Chongqing font également face au même défi. Le week-end de 3 jours du Nouvel An 2016 est un défi immense pour le système ferroviaire chinois. Cela fait suite au lancement du train à haute vitesse qui lie les villes du sud-ouest, Chongqing et Chengdu. Les autorités ferroviaires à Chengdu ont prévu 10 trains en plus et une voie supplémentaire pour permettre de relâcher un peu la pression. Des guichets de vente de tickets supplémentaires ont également été installés. La plupart des tickets de train Chongqing-Chengdu partent avant dimanche après-midi ont été vendus. Il ne reste que quelques tickets pour dimanche matin. L'encombrement se répand dans l'ensemble du pays. Nanchang est un lien vital entre les lignes qui connectent Beijing et Kowloon et Shanghai et Kunming. La première vague de passagers de l'année a vu environ 600 000 passagers au cours des 2 premiers jours de 2016. Le flot de passagers au cours des 3 jours de vacances du Nouvel An atteint un record. On prédit que le pic devrait être atteint dimanche. Le volume du trafic sur l'autoroute est également élevé. À Shanghai, les véhicules s'étendaient pare-choc contre pare-choc tout le long de la voie rapide. Parfois, il semble que les vacances en Chine ont besoin d'au moins 3 jours, car beaucoup de temps est passé à attendre. Cette année, les festivités du Nouvel An à New York sur Times Square ont été plus spectaculaires que jamais, mais cette fois-ci, l'événement était encore plus attendu que les années précédentes car il a annoncé le début de l'année touristique Chine-États-Unis. L'ambassadeur chinois aux États-Unis, Cui Tiankai, a dit que l'événement allait renforcer les liens qui unissent les deux pays. L'année du tourisme Chine-États-Unis va jouer un rôle positif en approfondissant la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples des deux pays. Nous accueillons davantage d'Américains qui viennent visiter la Chine et nous encourageons davantage de Chinois à visiter les États-Unis. J'émets le vœu que les échanges au niveau des individus pourront renforcer les liens entre les deux pays. L'année du tourisme est le fruit d'un accord passé entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Barack Obama en septembre dernier lors de la visite d'État de Xi Jinping aux États-Unis. L'événement a figuré lors des célébrations du Nouvel An à Times Square. Au milieu des performances éblouissantes qui se sont enchaînées jusqu'à minuit, figurait une danse culturelle chinoise présentée par l'Association de l'amitié sino-américaine. Associant le ruban traditionnel chinois Dunhuang et danse Yi, le spectacle a mis en valeur des cultures anciennes et modernes venant du nord comme du sud de la Chine.
L'année dernière, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine et première étape de ce périple, Yanbian, préfecture autonome coréenne située dans la province du Jilin, très fière de leurs racines et de leur culture. Les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leurs instruments de musique et leurs danses. À tout âge de la vie, les membres de la minorité coréenne puisent leur énergie et leur jeunesse d'âme dans le pouvoir de la musique traditionnelle, dont les rythmes sont relativement simples mais dont les racines remontent au temps les plus reculés, à l'époque où étaient pratiqués de nombreux rites chamaniques destinés à chasser les esprits malins et attirer les faveurs des dieux. La légende raconte que le gayagum a été inventé au VIe siècle de notre ère par le roi Gachil. Le monarque se serait inspiré d'une cithare utilisée par des moines bouddhistes chinois venus évangéliser la péninsule coréenne. C'est une musique très rythmée, vous voyez, il faut utiliser ses doigts très rapidement. Dans cette école de Longjing, les fillettes apprennent à jouer du gayagum dès l'âge de 7 ans. On me suit. 안녕하세요. 안녕하세요. 이름이 뭐예요? 김경이라고 합니다. 是谁教你？我妈妈从小就教我练的。哦，你在家跟你妈妈学是吧？是。你下课以后，我们可以一起去你的家，你妈妈和你可以教我。还有。 这个还行，我来试一下，好吗？啊，还简单这个。Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est très facile et c'est enfantin puisque c'est exactement comme en Occident. Donc même un enfant de 5 ans pourrait le faire. Changement de décor à Wangqing où un groupe de retraités interprète une danse agricole narrant une petite histoire humoristique. Ici, il s'agit d'un homme frivole et de femmes jalouses. L'homme finit ridiculisé et moqué par tous pour son comportement indécent. Eh ben, c'est pas toujours pour les danses coréennes, hein. Ces personnes derrière moi ont tous plus de 50 ans et ils sont bien plus en forme que moi. Les danses traditionnelles de ce type, que l'on appelle pumul en coréen, ont des origines très anciennes et sont liées à des rites agricoles immémoriaux. Elles sont transmises de génération en génération et se jouent très souvent en plein air. Auparavant, seuls les hommes avaient le privilège de pratiquer la danse du ruban fixée à leur chapeau et qui met les cervicales à rude épreuve. Mais cette tendance a fini par se démocratiser et à s'appliquer également aux femmes. Hunchun est un village au climat rude, balayé par des vents glaciaux en hiver. Mais ses habitants estiment que le pouvoir de la musique leur réchauffe le corps et l'esprit dans les heures les plus froides. Le janggu, littéralement tambour à bâton, deuxième instrument le plus important en Corée, est devenu depuis un symbole du pays. La musique chez l'ethnie coréenne, vous avez vu, c'est de 7 à 77 ans. Les petites filles apprennent à jouer du piano à cordes. Chez les plus âgés, on peut aussi s'amuser, danser, chanter, jouer de l'accordéon. Donc en fait, la musique, c'est vrai, ça n'a pas d'âge. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.